Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui nous tient en vie? Qu'est-ce qui alimente notre corps physique afin que tous nos organes fonctionnent, afin que je puisse parler, penser, rêver? Et quid du reste de l'univers? Et comment les plantes tiennent-elles debout? Comment un arbre peut-il grandir? Tu t'en doutes peut-être, ce qui nous tient en vie, ce qui réalise tous ces miracles, ce n'est ni l'air, ni le sang, ou la sève, ni même l'oxygène que nous respirons. Il s'agit du prana, le nom sanskrit pour l'énergie vitale, équivalent du ki pour les Chinois. Alors comment cela fonctionne pour nous les humains? Est-ce que le prana joue sur mon moral, sur mes émotions? Est-ce que le prana influence ma conscience? Nous allons voir tout cela aujourd'hui et voici le plan. Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe de façon autonome sans que nous nous en rendions compte? Ensuite, ce qui change lorsqu'on prend conscience des phénomènes. En troisième partie, nous verrons comment tout cela fonctionne, s'articule physiologiquement avec le système des chakras, les centres énergétiques, et des nadis, canaux de communication. Et en quatrième point, nous verrons une notion fondamentale qui est celle de qualité de cette énergie, les gunas. Et en cinquième point, nous verrons à quel point les gunas interviennent directement dans les chakras et conséquemment sur notre personnalité, nos comportements, nos émotions, notre psychologie, notre psychisme, bref, sur tout notre être. Avant de commencer cet exposé, je précise qu'il concernera tout ce qui est commun à tous nos chakras. Et nous verrons les particularités de chaque chakra dans des audios ou des vidéos séparées. Tu les trouveras dans les playlists dédiées. Du reste, je t'invite dès à présent à télécharger ton document support de cet exposé pour suivre les explications en images ou avec les tableaux. Le lien, bien sûr, est en description. Ok, cela étant dit, nous commençons. Comment agit le prana de façon autonome, on peut même dire de façon inconsciente? On l'a dit, le prana sous-tend toute la création, permet la vie de toutes les espèces, des cailloux aux humains en passant par les plantes, les animaux, les planètes. Cependant, tout se passe hors de notre contrôle, de façon automatique et nous permet de survivre sur la Terre. Nous avons déjà vu dans d'autres audios ou vidéos que notre être est constitué de plusieurs niveaux d'existence que l'on appelle kosha. On en dénombre 5 en yoga. Là aussi, je t'invite à regarder le document que je t'ai fourni. Le corps physique est le niveau le plus dense. On dit souvent grossier par contraste avec les autres corps plus subtils qui viennent ensuite. Le corps de prana, celui que nous étudions aujourd'hui, le corps énergétique, celui qui va alimenter notre être en énergie. Ensuite, en montant dans la subtilité, le corps mental qui nous permet de penser, de sentir, de percevoir, d'analyser, de faire des liens avec nos mémoires, etc. Le corps psychique dont le contenu est inconscient, c'est le domaine du rêve, de la psyché, des mémoires et bien sûr des karmas, des impressions et aussi de l'intuition, etc. Et enfin, nous avons le corps de béatitude ou le corps spirituel, le corps de Ananda, niveau de l'âme, du soi profond, l'être profond. Quel que soit le nom que tu lui donnes, ce niveau est quasiment inaccessible, sauf pour les bébés qui sont toujours connectés grâce à leur glande pinéale active, et aussi pour les initiés, disons, quel que soit leur âge, qu'ils soient yogis, bouddhistes, soufis, autistes, médiums, religieux ou pas, ces gens qui ont la perception d'une autre réalité qui existe au-delà du monde manifesté. En tout cas,
Notre corps énergétique va donc fournir du prana à tous ses niveaux, du physique au spirituel, et on verra tout à l'heure que pour distribuer le prana dans ses couches d'existence, nous avons donc tout un réseau de canaux appelés nadi et des centres de gestion du prana appelés chakras. Or, ces canaux, ces chakras, sont vulnérables. En fonction de notre vécu, ils peuvent avoir été altérés, abîmés, bloqués. Car, en fait, notre corps, notre être, survit sur la Terre grâce à un mécanisme bien connu qui s'appelle la compensation et qui agit autant au niveau physique qu'aux autres niveaux. Tu l'as certainement vu à l'œuvre dans ton propre corps physique, mais il est quasiment impossible de le voir dans d'autres niveaux. Et pourtant, c'est ce phénomène qui va mener notre vie. Je te donne juste un petit exemple. Au niveau physique, l'autre jour, ma main s'est blessée en faisant un geste particulier au jardin. Bilan, main immobilisée, traitement divers, massage, rééducation. Et pendant tout le temps où ma main est encore fragile, je développe des gestes particuliers pour la protéger. J'évite de m'appuyer, j'utilise l'autre main, j'économise les doigts, j'immobilise ceci ou cela. Bon, je pense que ça te parle, on a tous vécu au moins une fois ce genre d'histoire, avec le pied, la jambe, le bras, quoi que ce soit. Et donc, on développe d'autres façons de se tenir tant que nous sommes, disons, en convalescence. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que même après la guérison de la main, alors que je sais que je peux l'utiliser comme avant, eh bien, je ne le fais pas. En tout cas, pas tout de suite et peut-être même jamais. Les gestes que j'ai élaborés pour protéger ma main ou mon bras ou ma jambe restent imprimés dans mon cerveau. Je continue à compenser alors qu'il n'y en a plus besoin. Et si je suis bien attentive au phénomène, je me rends compte qu'en fait, j'ai peur de refaire les gestes qui ont causé ma blessure. J'ai peur de revivre la situation qui m'a blessée, même s'il n'y a plus aucun risque. Maintenant, on transpose dans notre psyché. Disons qu'il y a longtemps, dans cette vie ou dans une autre, j'ai vécu un traumatisme qui a généré une blessure dans ma psyché, dans mon amour-propre, dans ma confiance en moi, mon estime, bref, quelque chose a été fragilisé. Mais bien sûr, il fallait continuer à vivre. Alors j'ai développé des attitudes, des comportements pour fuir ce genre d'occurrence ou me blinder au cas où j'en rencontre une. En fait, j'ai développé une attitude défensive que je vais garder bien longtemps après que le danger soit écarté, et peut-être même toute ma vie. Je veux dire par là que même lorsque la cause qui a créé le traumatisme est passée, je continue à me protéger. Je considère le monde comme potentiellement hostile, potentiellement capable de me blesser. Et c'est typique, bien évidemment, du syndrome de stress post-traumatique. Mais alors, pourquoi ce mécanisme perdure-t-il, on pourrait dire bêtement, alors qu'il n'y a plus aucun danger nulle part? Eh bien, le prana a été choqué, lui aussi, lors du trauma. Je schématise un peu, mais c'est pour la compréhension. Le prana a imprimé dans ses circuits et dans les neurones du cerveau ce comportement de défense qui reste alimenté par l'énergie, par les chakras eux-mêmes, conditionnés par le trauma. Le comportement de survie post-traumatique reste donc imprimé dans nos circuits. Et c'est ainsi que toujours la même réaction, la même émotion se déclenche lorsqu'un événement arrive qui nous fait penser au trauma ancien. Un peu comme si on appuyait sur un bouton qui réveille l'ancienne terreur, alors qu'il n'y a plus aucune raison d'avoir peur. Alors cela veut dire qu'au fil des mois et des années, en fait, c'est comme si le prana creusait des sillons
qui génèrent toujours les mêmes comportements, même si ces comportements ne sont plus appropriés. Et cela occasionne inévitablement des nœuds dans les canaux, voire des blocages, des fermetures de chakras. Et c'est ainsi qu'en vieillissant, si rien n'est fait pour remédier à cela, on s'enfonce toujours plus profondément dans nos schémas répétitifs, bien souvent négatifs puisqu'ils ne sont plus appropriés depuis longtemps. Les sillons initialement malléables et utiles se sont bétonnés, sont maintenant inutiles et ils ne font que se durcir. Sauf si, tu le devines bien sûr, si on met de la conscience dans notre vie, si la conscience s'éveille. Mais au fait, comment sait-on si notre conscience s'éveille ? Eh bien, cela peut prendre diverses formes, mais voici quelques étapes. En tout cas, dans ce contexte, on commence à se rendre compte de schémas qui se répètent hors de notre volonté. On voit des blocages, des tensions dans notre corps physique et dans le mental, dans les émotions. Et même si on ne comprend pas les causes, on commence à se dire que peut-être tout cela est lié. Et puis un jour, on fait le lien entre tel événement extérieur qui déclenche systématiquement telle attitude qui n'est pas du tout celle qu'on aurait voulu adopter. Pourquoi est-ce que j'ai eu peur alors que tout était tranquille ? Pourquoi est-ce que je lui ai crié dessus alors qu'il venait en ami ? Pourquoi est-ce que je me suis enfuie alors qu'on me parlait d'amour ? Et là, on comprend qu'il y a quelque chose de toxique dans mon comportement et on décide de changer. Alors tout naturellement, on rencontre le yoga ou une autre discipline et tout commence à changer. Il est vrai que le yoga propose un éventail de connaissances et de pratiques qui permettront non seulement de comprendre ces phénomènes, mais aussi d'agir, de transformer et de permettre à tout notre potentiel d'éclore. Tu vas le comprendre par la suite. À ce stade, faisant le lien avec nos 5 niveaux d'existence, et je te renvoie au schéma, on se rend compte que Pranamaya Kosha, le corps énergétique, se place dans la graduation du plus grossier au subtil, entre le corps physique, grossier, et les autres corps subtils. On pourrait presque dire que le corps physique est le reflet de nos corps subtils et inversement, les corps subtils sont le reflet de notre corps physique. Le miroir entre tous étant notre corps énergétique. En fait, les blocages qui ont pris place dans le corps énergétique suite à nos expériences de vie se sont évidemment répercutés tant sur le corps physique que sur les autres corps subtils. De fait, en agissant sur le corps pranique, Pranamaya Kosha, on pourra débloquer ces nœuds dans le corps physique et dans le corps mental et les autres corps subtils. De plus, le corps énergétique, Pranamaya Kosha, est le seul de tous nos niveaux subtils sur lequel nous pouvons agir de façon consciente. En fait, Pranamaya Kosha représente un pont entre les domaines conscients, corps physique, et les domaines inconscients, subtils. Car Pranamaya Kosha peut fonctionner selon les 2 modes. Conscient, lorsque nous respirons consciemment par exemple, et inconscient, car depuis notre naissance, c'est l'intelligence de notre corps qui gère notre respiration de façon autonome et inconsciente. Bon, j'espère que c'est clair pour toi, n'hésite pas à y revenir. En d'autres mots, les pratiques du Hatha Yoga, posture et respiration offriront précisément cette opportunité d'agir consciemment dans le physique et l'énergétique d'une façon qui se répercutera inévitablement sur les niveaux subtils de l'inconscient. Et c'est ainsi que l'on pourra débloquer les canaux d'énergie et réharmoniser des chakras abîmés. Tu t'en doutes, ce travail ne se fait pas en 2 jours en écoutant 2 ou 3 vidéos, etc. C'est un puissant travail sur soi qui peut prendre toute une vie
en tout cas des années, mais tu l'as compris, il peut aussi réveiller d'anciennes blessures et te permettre de les guérir. C'est pourquoi l'important sera, durant tout ce processus, de bien rester témoin, d'avoir du recul sur les émotions, les mémoires qui peuvent surgir du passé. Tu observes, tu accueilles et tu laisses faire le yoga. Du reste, pour ce qui est d'équilibrer les chakras, je te propose dans chaque audio consacré à un chakra des pratiques simples, ludiques et guidées qui pourront t'aider dans ce travail, en allant doucement comme l'éléphant de Muladhara et en commençant par le début, par Muladhara et ensuite en montant dans les échelons. Maintenant que l'on a vu ce mécanisme, on va voir comment tout cela fonctionne physiologiquement et là je t'invite à reprendre les schémas. Le prana, on le sait maintenant, c'est donc l'énergie vitale. Le prana existe dans tout l'univers sous forme de prana cosmique, qu'on appelle Mahaprana, le grand prana. Et pour comprendre comment tout cela fonctionne, on va utiliser la métaphore de l'électricité, car vraiment, on peut comparer le prana à une électricité subtile et invisible. Imaginons que le grand prana, Mahaprana, est une électricité qui réside dans l'univers à un voltage très élevé, 100 000 volts par exemple, et donc nous ne pouvons pas l'utiliser tel quel. Cependant, notre corps capte ce Mahaprana par les centres énergétiques appelés chakras, qui joueront le rôle de transformateurs. Ils recevront le Mahaprana de 100 000 volts et vont le transformer en prana, par exemple de 120 volts, qu'ils vont ensuite distribuer dans nos différents niveaux d'existence, du physique au subtil. Ainsi, le prana alimentera nos fonctions vitales, de la digestion à la vision, de la pensée à la respiration, du rêve à l'effort physique. Tout, sans aucune exception, est alimenté par le prana. Même nos pensées, même les battements du cœur. D'ailleurs, en passant, sache que le prana reste encore quelques minutes après le décès, après que le cœur se soit arrêté. Bref, les yogis nous disent que notre corps compte des centaines de chakras et plus de 72 000 nadis, les canaux qui le font circuler. Mais sur le dessin que je t'ai fourni, il n'y a que 7 ou 8 chakras placés en gros le long de l'axe vertébral et 3 nadis. Tout simplement parce que ce sont les seuls que les yogis retiennent à la fois pour l'étude du corps énergétique et pour les pratiques. Ils sont largement suffisants. J'ajoute que dans l'exposé d'aujourd'hui, nous n'allons pas détailler les chakras ou nadis en particulier. Cette étude sera faite dans d'autres audios vidéos que tu trouveras dans les playlists connexes dédiées ou sous des liens dans la description. En revanche, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est voir quelles sont les caractéristiques communes à tous les chakras et surtout, nous allons voir l'influence des gunas, qualité de l'énergie. Car lorsque l'on comprend l'influence des gunas, eh bien, on comprend notre psychologie et on devient à même d'agir. On a dit plus haut que le corps énergétique est comme l'intermédiaire entre le niveau physique et les niveaux subtils. C'est tellement vrai qu'il est même en connexion directe avec des organes physiques du corps physique. Cela par l'intermédiaire des nerfs, car nos chakras sont aussi un vortex, un centre énergétique et nerveux. Tout cela est donc fortement et intimement connecté et chaque chakra est connecté à son rayon de glande endocrine, plus des organes d'action. Or, quand on connaît l'importance du système endocrinien pour notre santé, notre équilibre, nos émotions,
on peut se douter que les chakras auront une influence primordiale aussi sur notre santé et notre psychologie. Sur le tableau des chakras que tu trouves dans le document, tu as les correspondances avec les glandes endocrines et nous reverrons cela dans les études détaillées. Je voulais juste mentionner ce fait car il est vraiment crucial. À présent, nous allons parler de cette notion fondamentale en yoga, les gunas, ou les 3 qualités du prana, les 3 qualités de l'énergie qui sous-tend la vie. Écoute avec attention, ça peut paraître un peu difficile au début, car la notion de gunas est totalement absente dans notre vision occidentale, mais pourtant elle explique tout. Le mot guna en sanskrit signifie corde. Et donc, les gunas sont un peu comme les 3 brins d'une corde intimement mêlés et en fait, ils sous-tendent la manifestation cosmique. Le prana ou énergie est à la base de cette manifestation cosmique. Et les gunas, les 3 gunas, sont les 3 qualités de cette énergie. Ce sont comme 3 modalités différentes de la substance primordiale qui a initié la création. Et grâce à ces 3 modalités de l'énergie, eh bien, la production de phénomènes physiques et mentaux est possible. À une condition toutefois, c'est que ces 3 modalités soient en inégale répartition. Si on reprend nos brins de corde, les brins de corde doivent être de différentes grosseurs. Car si elles se retrouvent à égalité, la création cesse. Et du reste, c'était l'état primordial, l'état d'avant la création, l'état d'avant le Big Bang. Et si cela t'intéresse, je t'invite à regarder une des premières vidéos sur le karma, la genèse du karma au moment du Big Bang. Le lien doit être en description. Bref, l'action des gunas régit donc la nature manifestée et s'étend au monde physique et psychique des êtres vivants en déterminant leur comportement. Il est donc très important de comprendre les gunas. Ils se nomment tamas, rajas, sattva. Et on va regarder brièvement le tableau que tu as téléchargé dans la doc où Lord Krishna décrit les gunas au guerrier Arjuna. C'est tiré de la Bhagavad Gita. Les caractéristiques de sattva, ce sont la lumière, la connaissance, la stabilité, la conscience, la vérité. L'action dictée par sattva est libre de tout attachement, sans amour ni haine, sans attente de résultat pour soi. Et l'acteur qui agit dans sattva, il n'est pas affecté par les résultats de ses actions. Il n'est pas égocentrique. Il pense plus souvent à nous que à je. Les yogis disent que la buddhi, ou mental supérieur, est sattvique. C'est la partie intuitive du mental qui est connectée à ce qui est supérieur, qui est connectée à l'univers, à la sagesse universelle, à la connaissance vraie. C'est cette qualité que le yoga apporte dans nos vies. Voyons les autres à présent. Rajas. Rajas, c'est la passion. La passion qui engendre une soif inextinguible, une soif de jouissance qui engendre à son tour l'attachement au plaisir et à l'action. L'action qui est toujours dictée dans la perspective du gain, selon des intérêts personnels, avec égoïsme et ténacité. L'acteur est donc passionné et très affecté par les résultats. Il peut même se montrer cruel, avide, impur, lorsque les résultats escomptés ne se sont pas montrés. Les yogis disent que le mental inférieur, ou manas, est rajasique. Et tu peux certainement t'en rendre compte en observant l'activité incessante de ton mental, tellement difficile à calmer. Voyons enfin tamas. Tamas, qui représente l'énergie de
l'inertie. C'est aussi l'ignorance, l'obscurité, l'inattention, l'indolence. C'est aussi le sommeil, la résistance au changement, la passivité. Et dans Tamas, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'action. Mais lorsqu'il y en a, elle est obstinée, attachée à un seul effet. Et elle est basée sur l'ignorance. Elle est basée sur ses propres projections sur les autres. L'auteur est complètement noyé dans l'illusion. Il est inattentif aux conséquences. Il est inattentif aux blessures qu'il peut causer à lui-même ou aux autres. Et il peut devenir tout à fait malveillant et déprimé. Les yogis disent que l'ego est tamasique par nature, surtout dans la première partie de notre vie, partie où précisément l'ego se construit notre personnalité, et donc il n'aime pas être dérangé dans ses convictions. Si on le bouscule trop dans cette période, notamment dans l'enfance, il en résultera des réactions imprévisibles pour le futur, la vie d'adulte. Pour condenser, on peut dire que Tamas est la qualité de l'énergie qui nous pousse à ne rien changer, ne rien faire. Sans être nécessairement négative, cette qualité baigne dans l'ignorance de l'ego, qui est, on l'a vu, par nature, tamasique. Cela dit, dormir, ne rien faire, sont des activités, entre guillemets, tamasiques aussi, et tout à fait bénéfiques. En fait, il n'y a pas de notion de bien ou de mal dans les gunas. C'est important de le souligner. Ce sont juste des constatations, sans jugement. Et puis, Rajas, lui, est un peu à l'opposé de Tamas. Il nous pousse à bouger, au contraire, pour assouvir la passion qu'il représente. Sans cesse en mouvement, jamais rassasié, il veut toujours manger plus, boire plus, apprendre plus, connaître plus. Et, comme dit plus haut, cette soif inextinguible ne pouvant pas être satisfaite en plein, eh bien Rajas engendre inévitablement la frustration. Pour Sattva, c'est autre chose. Je pense que tu t'en rends compte à présent. Si Tamas et Rajas sont les deux pôles de la dualité du monde manifesté, Sattva, lui, est hors dualité. Enfin, il nous mène hors dualité. Il nous mène vers la position de témoin non identifié, au champ de bataille ou au spectacle de la vie. Il nous place dans une position qui offre du recul, une certaine distanciation sur les événements qui font nos vies, et ce recul permet par conséquent l'action, le changement, l'évolution. C'est dans Sattva que l'on peut modifier certains de nos comportements inappropriés pour imprimer d'autres plus en accord. Voilà pour notre petit tour d'horizon sur ces différentes qualités d'énergie. Encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste c'est. Voilà. Essaie d'y réfléchir et d'observer surtout dans ta vie, en toi, dans le mental par exemple, ou dans ton corps physique. Quand on n'a pas envie de se lever le matin, c'est un peu Tamas. Quand on saute du lit comme un ressort, c'est Rajas, exemple. Quand on est en pleine méditation, on est dans Sattva, exemple. Et donc tu observes cela, tu observes la danse des gunas. Quels sont les gunas qui prédominent à tel ou tel moment? Et tu verras, c'est très amusant et surtout très instructif. Maintenant, comme dit plus haut, les trois gunas sont toujours ensemble, mais dans des proportions différentes. Ce qui veut dire que une action ou une personne, un événement, n'aura jamais que les qualités de Sattva ou que les qualités de Tamas ou de Rajas. Les trois seront toujours ensemble et donc, puisque les proportions sont différentes, il y aura forcément une qualité de guna qui prédomine dans l'instant où on considère la personne ou l'événement, etc. Et, bien évidemment, les autres gunas viendront obligatoirement colorer le guna prédominant, ajouter une autre tendance. Et en général, on retiendra, disons, les deux gunas prédominants pour qualifier tel ou tel événement, tel ou tel moment. En tout cas, tu vois que les combinaisons de gunas se déclinent à l'infini.
Une personne peut être à un certain moment rajasique avec tendance sattva ou bien tamasique, tendance rajas et ainsi de suite. Rien n'est jamais figé, rien n'est jamais définitif et ce qu'il faut retenir, c'est que la vie elle-même est un perpétuel mouvement et la vie est une danse des gunas. Et nous sommes au cœur de cette danse. Alors, quel rapport maintenant entre les gunas, qualité d'énergie, et les chakras, et le corps énergétique? Eh bien, comme les gunas sont les qualités de l'énergie, et que les chakras sont précisément nos moteurs énergétiques, tu peux imaginer que selon les gunas prédominants dans l'énergie qui habite les chakras, eh bien les chakras travailleront d'une façon plus ou moins raffinée. En fait, les chakras seront totalement teintés par les couleurs des gunas. Et donc le fonctionnement de tout notre être, du physique au subtil, sera lui aussi teinté par les gunas. Et là, je t'invite à reprendre le schéma de Pranamaya Kosha afin que nous fassions une brève description des chakras. Tu retrouves dans le document le tableau et quelques lignes caractéristiques lorsque tel ou tel chakra est sous l'influence de tel ou tel guna. Voyons ensemble simplement le chakra Swadhisthana, par exemple. Le chakra Swadhisthana, il est le moteur de notre joie. Il nous conduit à la joie intérieure, à la recherche de plaisir, que l'on peut en général trouver à l'extérieur, dans le monde et aussi dans notre sexualité, mais qui n'est pas la vraie joie, celle qui dure tout le temps et qui peut imprégner notre vie tout le temps. Et cela dépendra de la qualité de l'énergie qui habite Swadhisthana. Par exemple, si tamas prédomine, eh bien il n'y aura même pas de joie. Ce sera la tristesse en permanence, la négativité, le pessimisme et même tendance à la dépression, voire au suicide. Et cela peut même être une urgence médicale. Si Rajas prédomine dans Swadhisthana, la personne cherche à toute force la joie au dehors. Elle court dans le monde, elle cherche des relations sexuelles, elle cherche du plaisir partout où elle peut en trouver. Mais comme cela ne dure pas, la personne est souvent frustrée, rageuse. Voyons ce qui se passe lorsque Sattva illumine Swadhisthana. Alors la joie intérieure est éveillée. Il n'y a plus besoin de courir dehors. La personne incarne la joie, elle illumine un groupe par sa seule présence, elle a du charisme, son optimisme est naturel. Ces gens sont très souvent aimés, recherchés et bien sûr, leur recherche de plaisir est tout à fait équilibrée. Tu pourras donc continuer à explorer ce tableau, garde-le précieusement si le sujet t'intéresse, il pourra t'aider dans ta vie, même si il est évidemment très schématique. Rien n'est aussi rigide, nous ne vivons pas dans des tableaux ou dans des cases et les gunas interagissent de façon très subtile sur nos comportements, comme on l'a dit plus haut, ils sont toujours tous les trois présents. Et de plus, ce sera d'ailleurs notre conclusion, tout est changeant, mais surtout tout est réversible. Très important, tout est réversible. Même les situations les plus dramatiques, la paranoïa, le stress post-traumatique, la tendance au suicide, l'isolement, etc., tout est réversible. Peut-être qu'une intervention médicale sera nécessaire en cas d'urgence, mais le yoga peut ensuite remodeler les circuits grâce au travail sur le prana. Le cerveau, tu le sais sans doute, à tout âge, est en perpétuelle transformation en fonction d'un nouveau vécu susceptible d'amener de nouvelles connexions entre les cellules nerveuses ou même d'en faire émerger de nouvelles. Et tout cela fait partie des possibilités que nous offre le yoga. Toutes les pratiques de yoga nous aideront à nettoyer, purifier les nadis, équilibrer les chakras, donc évacuer des mémoires, des fonctionnements non appropriés pour poser
de nouveaux fonctionnements et laisser ainsi notre plein potentiel d'êtres humains éclore. Notre fonctionnement ne sera plus la résultante de 1001 cauchemars, mais réellement notre potentiel intérieur, la fleur qui est à l'intérieur de nous. Nous ne serons plus en réactivité, mais en créativité. Le yoga ouvre et développe notre potentiel d'évolution. Un dernier petit mot, tu sais que tel a été mon chemin puisque j'étais dans des souffrances, des drames et des traumas relativement costauds sans trouver le chemin de la sortie jusqu'à ce que je rencontre le yoga qui m'a sauvée. J'en ai écrit un livre et ce livre, je te l'offre gratuitement en téléchargement, chapitre après chapitre, si tu n'es pas trop pressé. Le lien est dans la description. Sur ce, à bientôt.